Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. C'est Adrien qui vous parle cette semaine. On va enfin s'attaquer à cette saison 2020-2021. Quelques matchs qui se sont passés, déjà une grosse quinzaine, presque 20 pour certaines équipes. Et on commence à pouvoir dégager certaines tendances. Et cette semaine chez Dunk Hebdo, on a donc décidé de se diriger côté ouest. Alors certains avaient vu juste après le teasing effectué par Ben sur Twitter, je ne vais pas révéler l'origine évidemment. On va s'attaquer aux 3 derniers du classement de l'Ouest à l'heure où on enregistre. 3 équipes pour lesquelles on va pouvoir dégager quelques parallèles. Les Kings, les Pelicans et les Timberwolves. Et pour ce faire, eh bien aujourd'hui, j'ai avec moi tout d'abord le membre qui offre les analyses les moins tranchantes au sein de la fratrie Guillou. C'est Alan. Salut Alan. Salut Adrien, salut tout le monde. Big up à Ouais, toi. mon frère va lancer un talk show prochainement. Je tiendrai les gens au courant. On va attendre ça avec impatience. Et notre troisième intervenant du jour, vous l'avez entendu, c'est celui qui se lève le plus tôt dans l'équipe pour des raisons plus ou moins basketballistiques. Et c'est Tom. Comment ça va, Tom? Très bien, et toi? Eh bien, plutôt pas mal. Ravi de vous retrouver. On enregistre le lundi pour une fois. Et messieurs, comme je l'ai dit, on va parler des cancres de ce début de saison à l'ouest. En tout cas, les Timberwolves, les Pelicans et les Kings. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre le podcast de Kebdo sur les plateformes de streaming que vous préférez. Également sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment et sur YouTube. C'est parti pour le podcast du jour, du podcast de Kebdo. Alors messieurs, on commence notre saison 2020-2021 avec des équipes qui ont des difficultés sur le terrain pour différentes raisons. Je ne sais même pas par où commencer puisqu'on a des parallèles mais on a aussi quand même des soucis qui sont un peu différents. Donc je vous propose de commencer par un cas pratique. Les derniers de la conférence Ouest à l'heure où on enregistre, c'est les Timberwolves. Les Timberwolves qui se retrouvent notamment avec un Karl Anthony Towns qui n'a joué que 4 petits matchs. Ils n'ont aussi que 4 petites victoires d'ailleurs. C'est assez compliqué pour ce début de saison. Je vais commencer par toi, Tom. Comment tu trouves ces Timberwolves en ce début de saison? Ça semble difficile. Ouais, en fait, les Timberwolves, je les trouve plus ou moins décevants, en fait. Après, il y a pas mal de circonstances, on peut dire, atténuantes, puisque voilà, Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell n'ont pas joué énormément de matchs ensemble. Towns est encore absent et c'est de très loin leur meilleur joueur. Il est remplacé par Naz Reid, qui, voilà, c'est un pivot backup. Je vois Alan, oui, mais c'est voilà, c'est un pivot backup, mais voilà, c'est un pivot backup avec enfin, le niveau moyen NBA, quoi. Si tu veux, on n'est pas vraiment dans le haut panier des backup pivots, quoi. C'est un joueur deuxième année. Donc, typiquement, c'est une équipe qui a pas mal de problèmes. Et en fait, quand je vois les Wolves, on avait la théorie d'une équipe qui aurait pu être très forte offensivement et très faible défensivement, et du coup, qui serait équilibrée un peu sur un déséquilibre. Et puis finalement, on se rend compte que comme l'attaque, ça fonctionne pas, la défense, elle est pas bonne, mais l'attaque ne fonctionne pas, donc l'équipe est totalement à la ramasse, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment inquiétant puisque la théorie de l'équipe ne matche vraiment pas ce qui se passe sur le terrain. Oui, et puis le cas Karl Anthony Towns, comme tu l'as dit, est quand même un facteur important, notamment sur leur attaque. Hein. Il a une très grande importance dans l'attaque des Timberwolves. Mais il y a un autre joueur qui était un peu attendu, et c'est comme là-dessus que je vais te relancer, Alan. C'était le rookie du côté des Timberwolves, Anthony Edwards. Exactement, sachant que je dois changer de spot pendant l'enregistrement, donc je t'écoute, je vais répondre en marchant Très pour les bien, bah, gens avec qui grand sont plaisir. sur Donc YouTube. oui, donc Anthony Edwards, drafté donc en numéro 1 par les Timberwolves, et qui avait Exactement. un profil d'attaquant notamment, qui est un peu en difficulté. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais comment tu vois, toi, ces soucis d'attaque, notamment, du côté des Timberwolves sur ce début de saison? Voilà, je suis dans le noir, comme Anthony Edwards, à l'heure actuelle. C'est pas un effet d'optique, c'est assez compliqué pour lui. Je pense que la chose qu'il faut dire tout de suite avec Anthony Edwards, c'est qu'Anthony Edwards, c'est un joueur qui a tout le temps joué toute sa vie en tant que porteur de balle de l'attaque, des attaques dans lesquelles il évoluait. Changement de décor, en direct pour les gens qui sont sur YouTube. Je conseille aux gens d'aller sur YouTube là parce que Ah, ça vaut le coup. c'est exceptionnel. Il a toujours joué en tant que porteur de balle principal d'une attaque. C'est vraiment tout le temps le meilleur joueur. Et là, il se retrouve à sortir du banc avec Ricky Rubio. Et moi, c'est la chose qui m'interroge un peu. Je pense que sur le long terme, ça peut être bénéfique pour lui. Ça peut lui apprendre à plus jouer off-ball, à plus diversifier sa palette, à plus apporter de variance à son jeu. Mais aujourd'hui, sur les 15 premiers matchs, il ne sait pas encore jouer off-ball en fait. Il n'a pas d'utilité loin du ballon. Et quand il l'a, il est comme il l'était à Georgia, c'est-à-dire qu'il est intriguant par flash, mais encore inefficace.
Et donc en NBA, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Donc on savait que c'était une QV où le numéro un n'était pas un numéro un exceptionnel, unanime. Et ça se voit un petit peu là pour lui. Il est un peu dans le dur. Mais ça s'explique par la situation dans laquelle il est, la situation dans laquelle il a toujours été dans sa vie de basketteur et puis le contexte Minnesota, je pense. Oui, puis le contexte aussi de cette année, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai que c'est un fait qu'il faut rappeler pour les rookies de cette année. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué pendant un bon moment. Ils sont arrivés sur une saison un peu particulière avec peu d'entraînement dans les jambes. Et la plupart des rookies qui sont titulaires sont en difficulté de manière globale. Et même ceux qui sortent du banc, forcément, l'adaptation à la NBA n'est pas forcément le plus simple pour une QV, somme toute, bonne, mais sans plus, on va dire. Exactement. Ouais, exactement. Puis après, c'est vraiment la question. Je pense qu'en fait, les gens ont un peu de mal avec lui en ce moment parce que il n'est pas mis dans la situation où il est le plus à même de briller, mais je pense que c'est le mieux pour son futur. De toute façon, parce que pour moi, dans tous les cas, il aurait du mal de toute façon. Si tu lui demandais de starter, ça serait problématique et tu t'enlèverais. Parce que on va revenir sur les Wolves, mais les deux meilleurs joueurs des Wolves, c'est deux très bons joueurs offensifs, c'est Beasley et Russell pour l'instant. Donc ça voudrait dire jouer à 3 avec peut-être Edwards, ce serait compliqué. Je pense qu'il faut être très patient avec lui, mais c'est vrai que si tu regardes la feuille de stats, elle est pas belle pour Edwards. Clairement. Après, une fois les Wolves, ils ont, enfin, comme tu le disais, Edwards, il est dans une situation où, enfin, ils ont essayé de l'emmener un peu en sortie de banc et de l'associer à Ricky Rubio, qui serait entre guillemets un porteur de balle de niveau plancher. Mais on se rend compte que ça fonctionne pas forcément pour les deux, comme Alan l'a dit. Il est plus à l'aise quand il doit. En fait, c'est pas forcément un joueur d'instinct en fait pour l'instant, Edwards. Et du coup, il a souvent besoin de dribbler, même quand il attaque le cercle. Lui-même, il a dit en interview, quand il attaque le cercle, il a la sensation qu'il y a tout le temps faute sur lui. Mais c'est la NBA, tu vois, t'es rookie, on va pas te siffler des fautes. Et même, tu vois, Rubio aussi a été un peu décevant sur les débuts de saison. À part sur le dernier match qu'ils ont gagné d'ailleurs contre les Pelicans, Rubio a été plutôt en deçà. Euh, bah, du coup, là, peut-être que la mise en concurrence avec l'autre J-Mac, du coup, Jordan McLaughlin, Jordan ouais, McLaughlin. qui est lui est vraiment un meneur plutôt dynamique, traditionnel, un peu un joueur un peu comme Rubio, quoi, qui fait fonctionner l'équipe. Bah, peut-être que le retour de ce joueur-là dans la rotation a peut-être donné un petit coup d'électrochoc à Ricky Rubio, puisque son dernier match était vraiment bon. Après, Rubio, c'est aussi un joueur qui a toujours été titulaire globalement dans sa carrière, arrivé sur le banc en étant peut-être premier porteur de balle du banc et devoir organiser tout pour tout le monde. Peut-être que lui, c'est pas trop son truc. C'est un joueur, c'est un peu un diesel qui Rubio. Donc c'est à voir, mais moi je l'ai trouvé un petit peu décevant sur ce début de saison, Ricky Rubio. Oui, il n'est pas le seul, mais après, pour ces deux joueurs, que ce soit Rubio ou Edwards, ne sont pas des grands shooters non plus. Et c'est un souci quand même aussi qu'on voit là dans l'effectif des Timberwolves, c'est que parmi les joueurs qui jouent le plus de minutes, donc on t'a cité D'Angelo Russell, c'est peut-être le seul qui arrive à avoir un pourcentage à 3 points de calibre correct, on va dire, utilisable. Et du côté du banc, Ricky Rubio en porteur de balle, il a besoin qu'il y ait un peu d'espace. Et sachant qu'à côté de toi, tu as un Anthony Edwards qui lui aussi aime avoir la balle pour aller driver et peu de shooters de qualité, ou en tout cas qui mettent dedans, en tout cas pour ce début de saison, forcément ça complique encore plus la tâche et ça le met encore plus dans une position où il a du mal à être ce meneur plancher, comme tu disais Tom, et à, comment dire, à magnifier les coéquipiers autour de lui. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de D'Angelo Russell, du coup, et de son adresse à 3 points. Mais le problème, en fait, c'est que D'Angelo Russell, tout aussi bon soit-il offensivement pour lui, bah, ça bénéficie pas à l'équipe, malheureusement, puisque, par exemple, quand D'Angelo Russell n'est pas sur le terrain, l'équipe est en positif. C'est-à-dire que on a un net rating qui est aux environs de 3. Alors, pour une équipe comme ça, c'est incroyable d'avoir un net rating aux environs de 3 alors qu'ils ont le pire bilan. Parce que la défense est stable, sans d'offensive rating, et 103 d'offensive rating et 100 d'offensive rating. Donc, c'est plutôt stable, tu vois. Mais après, quand tu vois que D'Angelo Russell, il est sur le terrain, il y a un gros swing, en fait, qui s'opère. Puisque quand D'Angelo Russell est sur le terrain, l'équipe plafonne et on tombe à 15 de net rating avec un defensive rating à 120 et un offensive rating qui n'est qu'à 104.
Donc offensivement, même si D'Angelo Russell, il arrive à rayonner, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de possessions. Il a un usage environ à 34, mais c'est pas un joueur qui est forcément très rentable et qui arrive pas à faire briller les autres avec lui et qui coûte énormément défensivement. Et vu qu'ils ont un backcourt qui est assez petit et qu'ils ont un front court, surtout en l'absence de Town, qui est assez petit, on voit que voilà, ça va être du Josh Okogie, ça va être du Jared Culver par moment qui vont jouer sur le poste 4. Maintenant, il y a Vanderbilt qui est rentré dans la rotation, mais on ne sait pas pour combien de temps, vu que c'est un joueur qui a souvent des soucis chroniques de blessures. En fait, c'est vraiment une équipe qui tient bien théoriquement avec les ingrédients qu'il faut, mais dans le réel, en fait, ils sont trop petits. Enfin, ils sont vraiment trop petits et ils se font démonter comme ça, quoi. Ah ouais. Ouais, puis si tu veux, je rebondis, ça Adrien, moi, c'est un truc que je parle depuis très longtemps aux Wolves, et bah, malheureusement, ça se passe sur le début de saison, c'est le manque de continuité. Il n'y a pas de continuité, il n'y a même pas de continuité à l'intérieur des saisons maintenant. Parce que si on regarde ce qui se passe du côté de Minnesota, Towns a joué que 4 matchs, Okoji a joué 9 matchs, Hernan Gomez il en a joué 11. Tu as 11 joueurs qui ont débuté des matchs. Ils ont joué 15 matchs, il y a 11 joueurs qui ont débuté. Donc ça veut dire que tu as eu potentiellement plus de 10-5 de départs différents Mm. du côté des Wolves. Et surtout, à l'intérieur, tu le disais, Tom, très petit et pas de continuité. On a vu Nasrid qui a débuté 7 matchs, Towns en a débuté la moitié de ses donc 4. Vanderbilt a débuté des matchs, Roncho aussi a commencé, Ed Davis a Et commencé Davis des aussi. matchs. Ouais. Donc, pas de Mm. continuité dans cette équipe. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Tom, et c'était un peu le motif d'espoir que j'avais pour les Wolves. Bon, tu as Russell Towns, tu vas être bon en attaque. Tu vas être bon en attaque. Donc déjà, bah, Towns n'est pas là. Il a tous ses soucis hors terrain. Je pense qu'il n'a pas trop la tête au basket. Et on ne va pas parler de Karl Anthony Towns, on sait tous le joueur que c'est. Et c'est pas le problème des Wolves, Karl Anthony Towns. Par contre, bah, Russell et Bisley, c'est deux forts shooters, forts joueurs d'attaque, mais très négatifs en défense. Et t'as Josh Okogie et Jared Culver, bons défenseurs, mais en défense, en attaque, c'est cata. Mm. C'est cata, donc t'as pas de T'as pas two-way player. d'entre-deux. Voilà, c'est ça. Là où on pensait que Josh Okogie, tu vois, dans la tête des gens, Josh Okogie, Jared Culver, ça peut être des two-way players, mais c'est parce que l'idée de two-way player, pour moi, elle est toujours plus vue du coup quand un joueur défend plutôt qu'il attaque. Mm, Sauf qu'en mm, fait, ils sont trop négatifs en attaque pour être des two-way players. Et donc, t'as aucun joueur qui joue des deux côtés du terrain dans cette équipe. À part peut-être Vanderbilt, mais il t'apporte pas de spacing en fait. Donc c'est compliqué. Oui, et ces joueurs-là qui sont donc pas tout, tu as des très forts attaquants d'un côté, des bons défenseurs de l'autre, des deux côtés. Bon, je mets Karl Anthony Towns de côté puisque pour l'instant il ne joue pas, mais ils ne sont ni assez forts offensivement pour porter aux quelques attaquants qui sont, pour compenser le manque d'apport de ceux qui n'apportent pas en attaque, et l'inverse en défense où les défenseurs ne sont pas assez forts pour combler les trous laissés par les autres joueurs. Donc il y a un manque de complémentarité. En fait, au final, ça ne fonctionne pas. Et quand tu parles de continuité, on peut l'amener. Alors, il y a une continuité sur ce début de saison, mais c'est aussi, ça fait des années que du côté de Minnesota, depuis l'arrivée de Karl Anthony Towns, si on prend donc la pièce qui est au centre de cet effectif, il y a eu beaucoup de mouvements. Ça commence donc, Karl Anthony Towns, il est drafté en 2015. 2016, il draft Chris Dunn. Il n'y a pas trop de mouvements, mais on est encore au tout début de l'association Karl Anthony Towns-Wiggins. Et après, 2017, c'est l'année du trade pour Butler, donc, où on envoie Zach LaVine, le pick Markkanen, Chris Dunn, justement. On récupère Butler. Butler Si. finit par Ouais. voilà, et Butler finit par s'en aller à la fin de cette saison contre c'est Robert Saric Covington, et Dario Covington. Saric. Ouais. Voilà, qui ensuite, bon, là ne sont plus là. En plus maintenant, on a eu des pics. Enfin, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu donc Wiggins qui repart pour récupérer D'Angelo Russell pour essayer de contenter Karl Anthony Towns d'une certaine façon. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements et on ne voit pas d'évolution. Est-ce que c'est pas aussi ça qui est le plus inquiétant du côté des Wolves, pas spécialement à l'instant T sur cette saison, mais le fait qu'on ne voit pas, malgré Karl Anthony Towns, qui est quand même un talent assez extraordinaire en lui-même, on ne voit pas d'évolution depuis qu'il est là, depuis 5-6 ans, quoi. Après, enfin, le front office est quand même nouveau, hein. C'est vrai L'équipe aussi. qui est présente, l'équipe qui est présente là avec Sachin Gupta, Gerson Rosas, Gerson tout ça, c'est Rosas. voilà, ils ont fait pas mal ils ont fait pas mal, énormément de transactions. Ils ont fait énormément de transactions depuis qu'ils sont là et ils ont
comme tu disais, il y a très peu de stabilité dans cette équipe-là. Et en fait, quand je vois les Wolves, en fait, j'ai plus l'impression que c'est une équipe de fantasy. C'est vraiment à quoi ça me fait penser. C'est une équipe de fantasy où tu as des joueurs qui shootent, tu as des joueurs qui peuvent créer, tu as des joueurs, mais en fait, quand tu mets tout ensemble, ça ne fonctionne absolument pas. Après, c'est une équipe qui a eu pas mal de malchance. C'est une équipe qui a eu pas mal de malchance. Le match contre Orlando, voilà, Vanderbilt rate les lancers francs, le coach a 2 temps morts, il prend pas les temps morts, ils se font sanctionner par un tir de Cole Anthony. Contre Memphis était privé de Ja Morant, de Jaren Jackson Jr. Ils perdent le match alors qu'ils menaient, ils se font vraiment travailler et démonter sur le côté physique parce qu'ils sont trop Ça, petits. c'est pas de la malchance, Tom. Ça, c'est pas de la Non, malchance. oui, ça c'est pas de la Pour malchance. vous, c'est pas de la malchance. Ça c'est pas de la malchance, c'est le côté effort. Mais tu vois, il y a quand même des éléments qui sont, tu vois, c'est peut-être la partie jeunesse. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe-là, il va lui falloir encore énormément de temps pour continuer à se construire. Et je pense que c'est une équipe qui va aller crescendo tout au long de la saison. De toute façon, c'est une équipe qui ne peut pas te permettre de tanker puisque leur pick de draft est protégé top 4 et dans le cadre du transfert d'Andrew Wiggins contre D'Angelo Russell et va normalement aller aux Warriors si jamais ils sont hors du top 4. Donc je pense que c'est une équipe qui va continuer à jouer tout au long de la saison pour trouver des motifs d'amélioration pour la saison prochaine. C'est une équipe qui a très peu de marge financière, donc du coup, ils sont obligés de faire avec les joueurs qui sont là et essayer de générer de la production de ce qu'ils ont là. Puisque, voilà, Gershon Rosas, pas Gershon Rosas, le coach. Ouais, le coach le Sanders, voilà, coach Sanders, le fils d'ailleurs, ben, on voit, lui, il joue un peu comme Taylor Jenkins. C'est quelqu'un qui a des rotations plutôt élargies. Donc, il joue à 10, 11, 12. Donc, il teste énormément de choses, mais malheureusement pour lui, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas grand chose qui marche. Ouais, mais tu Encore parles une fois, Tom, de il n'est pas là, tu vois. jeunesse et de progression. Je vais poser une question volontairement provocante un peu pour te relancer, Alan, puis peut-être pour un peu conclure sur les Wolves, pour enchaîner sur les autres équipes. Mais est-ce que c'est vraiment une équipe basée autour de Karl Anthony Towns, doit encore en être donc à sa 5e, 6e année dans la ligue, à encore commencer à progresser, à apprendre à gagner, on verra pour l'année prochaine, etc. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est vraiment ça la temporalité d'une équipe basée autour de Karl Anthony Towns? Non. Et c'est pour ça que quand on en parlait cette semaine, un peu tous les 6 dans la conversation, on se disait bon, on parle de quoi cette semaine? Et c'est vrai que Ben, je crois, ou d'autres disaient, mais moi je disais, moi je vois pas où ils vont en fait. Je vois pas où ils vont. C'est-à-dire que t'aurais pas Karl Anthony Towns, je pourrais comprendre là où tu vas. Mais le problème c'est qu'il joue pas. Donc il joue pas, mais il est là. Il est là en fait, Karl Anthony Towns. Et il est pas, c'est pas l'équipe que tu veux avoir autour de ta star dans la moitié de son deuxième contrat. C'est que je veux pas cette équipe-là autour de lui. C'est ça qui est problématique à mes yeux. Et on le voit, comme le dit Tom, il y a un peu de malchance, peut-être un coach qui jette plein de choses contre le mur et qui voit ce qui accroche pour le moment. Mais le résultat, c'est que heureusement qu'ils ont battu les Pelicans, parce que s'ils n'avaient pas battu les Pelicans, ils seraient encore bien plus dans le bas. Ils sont 28e attaque, 29e défense de la ligue, donc ça veut dire que voilà, même les motifs d'espoir qu'on pouvait avoir offensivement ne fonctionnent pas. Donc moi j'ai vraiment du mal à voir où ils vont, parce que bah, ils vont encore drafter en loterie. Qu'est-ce qui va se passer avec ce choix de draft là? Tu vois, je sais pas. Ouais, et bah du coup le parallèle est intéressant. Tu les as cités, les Pelicans, une autre équipe qui avait une star il y a quelques années à l'intérieur, qui n'ont pas su contenter, qui a fini par partir. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là d'ailleurs autour de ces jeunes équipes. Donc c'est les Pelicans dont on parle, qui viennent de perdre donc contre les Wolves et qui sont juste au-dessus dans les standings, qui sont à 5 victoires pour 10 défaites contre 4-11 pour Minnesota, mais qui sont pas plus rassurants pour autant. Et une équipe où on avait peut-être le constat inverse de celui des Wolves, où Tom disait on allait avoir une équipe très très offensive, puis après en défense on verra bien comment on peut bricoler. Et du côté des Pelicans, on pouvait peut-être imaginer l'inverse, avec une équipe justement très physique, avec donc autour de Zion Williamson, qui serait donc en 4 avec l'arrivée de Steven Adams. Et finalement, eh bien, du côté des Pelicans, même constat que du côté des Wolves, on n'arrive pas à défendre, et en attaque c'est très compliqué également.
Il y a aussi des histoires de shooting. Je sais pas par où tu veux prendre cette analyse, Tom, mais finalement, est-ce qu'on retrouve pas le même problématique que du côté des Timberwolves? Bah oui, bah après de toute façon on l'avait dit pendant qu'on avait fait la preview de l'intersaison là, autour des questions par rapport aux Pelicans en fait c'est une équipe où tous les joueurs font sens dans une certaine situation, sauf que tous ces joueurs-là ensemble, ça ne marche pas. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas. Et il y a un problème entre le backcourt et le frontcourt, entre le backcourt qui a des difficultés à shooter et à tirer, et du coup qui n'est pas respecté par les défenses adverses, qui du coup euh, euh, contraint entre Focalise. guillemets le terrain, du coup, qui enfin, Il y a plus pack de paint, d'espace, quoi. quoi. Voilà, voilà, c'est ça, Il y a plus de exactement. spacing. Il y a plus d'espace, il n'y a plus de spacing. Et à l'intérieur, tu as des intérieurs où aucun ne shoot à 3 points, donc il n'y a pas de spacing non plus à l'intérieur. Et du coup, on le voit sur deux choses. On le voit sur Brandon Ingram qui prend désormais énormément de tirs à mi-distance, puisque la raquette est toujours remplie. Et autre part, tu vois Zion Williamson. Alors oui, c'est quelqu'un qui est plutôt efficace quand tu regardes ses pourcentages au tir. Par contre, quand tu regardes la location de ses tirs, Zion Williamson, il tire environ 12 tirs par match au cercle. Il tire environ 12 tirs par match au cercle et il a moins de 60% de réussite là-dessus. Tu vois. Donc ça, même si tu vois sur le field goal général, ça se voit pas, mais par rapport à la location des tirs qu'il prend, il devrait être beaucoup plus haut que ça, en fait. Et c'est là, en fait, où tu vois la problématique de spacing en attaque. Et c'est une équipe aussi qui a un gros problème défensif. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une équipe qui a un gros problème défensif parce qu'il manque énormément de flexibilité et ils peuvent pas faire confiance à d'autres joueurs que Steven Adams pour protéger la raquette. Sauf que quand Steven Adams est sur le terrain, ben, offensivement, tu as le contre-coup parce que sur ton bas-court, tu as que des non-shooters. Ah bah c'est intéressant que tu amènes la discussion sur ce terrain-là, Tom, parce que pareil, on en discutait un peu entre nous forcément avant le podcast. Et Alan, toi, t'es pas forcément de cette école qui consiste à dire bon, on a besoin de Steven Adams. Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement un peu, quitte à peut-être prendre plus de points sur la truffe du côté des Pelicans? C'est une équipe que je regarde pas mal parce qu'il y a Zion qui est un de mes jeunes joueurs préférés et ça m'intéresse surtout de voir comment il joue en NBA pour l'évaluation personnelle que j'en avais et tout ça. Ça permet d'apprendre pas mal de choses. Et en fait, quand Stan Van Gundy dit dans ses conférences de presse, non mais moi il a des discours très, t'as l'impression il est un peu changé. Il est moins dans la théorie et plus dans le fait il fait du Nate McMillan, j'ai l'impression. En fait, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux voilà, dire. il fait jouer les meilleurs joueurs et sans se douter vraiment, sans se focaliser sur le fit et tout ça. Mais le problème, c'est que Macmillan et aux Pacers, au moins, ça rapportait des victoires. Mais là, ça rapporte même pas des victoires du côté des Pélicans. Donc moi, l'ajustement que j'aurais sur eux, c'est pas de faire jouer Zion en 5. Tom le dit suffisamment dans les épisodes ou sur Twitter. C'est quelque chose c'est plus une lubie. C'est comme Draymond. En vrai, Draymond, il a jamais vraiment joué 5 sur beaucoup de temps de jeu. C'est juste qu'on retient tout le temps quand il joue 5 en playoff. Mais sur du long temps de jeu, c'est un poste 4. Zion, c'est un poste 4. Ce que j'aimerais par contre, c'est que cette équipe-là, au lieu d'empiler les intérieurs qui ne shootent pas, plutôt qu'elle trouve un intérieur qui shoot. Moi, je dirais pas que Zion et Brandon Clark sont des joueurs similaires, mais je dirais que voir Zion aux côtés d'intérieurs comme Brandon Clark est du côté de Des Memphis, Memphis. surtout l'année dernière, parce que j'ai l'impression qu'il jouait plus avec des shooters l'année dernière. Enfin, voir Zion avec un profil à Jaren Jackson, même si c'est très très rare, on va pas en trouver, ça pousse pas partout, mais des intérieurs fuyants, capables à la fois de protéger le cercle, c'est plus ce que je veux, plutôt qu'un intérieur qui protège le cercle, mais qui est pas capable de tirer. Ce que sont Hayes et Adams. Donc en fait, pour moi, c'est à Zion. Et même s'il a des problèmes, je suis d'accord, il défend pas et il est moins altruiste à la passe que j'aurais pu le penser. Mais tu le mets pas dans les meilleures conditions pour que ça puisse marcher et je trouve ça dommage en fait.
encore une fois aussi Zion qui est pas considéré comme rookie parce qu'il a joué un peu l'année dernière, mais qui a quand même pas beaucoup de matchs dans les pattes. Et on peut encore lui laisser un peu de temps, mais effectivement des profils. Est-ce que Zion n'a pas un peu ce profil cette problématique en tout cas que amène un joueur comme Giannis, ou effectivement un profil à la Brook Lopez serait Lopez totalement avec dans. Zion, c'est parfait. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et pour revenir sur le shooting, parce que là donc on se concentre sur cette raquette qui est donc empilée de pivots qui ne shootent pas, qui font que Zion va s'empaler, tu vois, comme quoi on peut le placer, c'est ça. va s'empaler au cercle. On a aussi des soucis à l'extérieur, parce que comme tu le disais Tom, on peut revenir là-dessus, Lonzo Ball ne met rien dedans. 29% à 3 points. Surtout que les défenses ne réagissent plus, en fait. Du coup, les défenses ne réagissent plus. J.J. Redick est obligé de prendre des tirs très compliqués, donc on a l'impression sur les pourcentages aussi qu'il met pas dedans, mais c'est surtout parce que les défenses. Quand est-ce qu'on a vu J.J. Redick à 30% à 3 points? C'est impossible. Mais il est jamais dans un fauteuil, hein. C'est pas les tirs qu'il avait à Philadelphie, hein, J.J. Redick. Exactement. C'est que les trucs, il est en sprint, en rupture, il y a que les tirs. C'est pas un joueur qui shoot à 30%, J.J. Redick, donc il y a une explication derrière. Oui, cette explication donc de manque de spacing, et on se retrouve avec à prendre des shoots où c'est plus compliqué malgré des bonnes séquences, parce que peut-être que c'est un peu plus. On va revenir sur cette problématique de temporalité qu'on évoquait du côté des Wolves, c'est là où je vais emmener. Du côté des Pelicans, on est au début de l'ère Zion entre guillemets, c'est sa première demi-année, première année et demie si on veut. On a encore Brandon Ingram qui est quand même qui pour le coup est peut-être celui qui s'en sort le mieux dans l'ensemble de l'effectif des Pelicans, et on est peut-être sur un moment où justement on peut évaluer ce qu'on peut faire. On voit là cette année, on a essayé avec Steven Adams à ramener un Eric Bledsoe pour voir comment se comportaient les jeunes joueurs autour. Peut-être que là on a un peu plus de temps du côté des Pelicans, c'est qu'au fur et à mesure de l'année on va voir les ajustements dont vous parliez chacun, que ce soit à l'intérieur, peut-être à l'extérieur, peut-être des mouvements aussi de trade, parce que des joueurs comme alors c'est critiquable, mais des joueurs comme Steven Adams, on peut encore avoir une certaine valeur sur le marché NBA. Après, c'est vrai que, tu vois, c'est une équipe où, faut pas oublier que c'est une équipe qui n'a pas un roster choisi, c'est une équipe qui a un roster subi. Parce que c'est une équipe qui a subi 2 gros transferts majeurs sur les 2 dernières années. Et en fait, les gros choix, vraiment, c'est les choix de draft. Il y a des joueurs qu'ils ont dû récupérer, mais c'est pas vrai, il n'y a pas eu vraiment comment dire, ils sont pas allés vraiment chercher ces joueurs-là. Par exemple, Eric Bledsoe, pour moi, c'est pas Eric Bledsoe, il le récupère parce qu'il faut récupérer les pics pour Jrue Holiday, en fait. Oui. Tu vois, pour moi, c'est plus dans ce cadre-là. Mais après, comme tu disais, Alan Van Gundy, tu as parlé de Van Gundy un peu comme un coach à la McMillan, c'est-à-dire que c'est un coach qui va essayer d'attraper les fruits qui sont bas. C'est-à-dire qu'il va essayer de limiter les choses faciles, il va faire en sorte que son équipe se punisse pas elle-même. Et en fait, dans sa stratégie, il s'est rendu compte que son équipe est vraiment très mauvaise à défendre le cercle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'est rendu compte que l'équipe est très mauvaise à défendre le cercle, statistique à l'appui, donc quand les Pelicans, à la protection du cercle, ils autorisent 60%, 69% en pourcentage de réussite au cercle. C'est le pire de la NBA juste après Denver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas moyen de défendre le cercle quand les joueurs sont déjà là. Donc, il fait un mur pour que les gens n'aillent pas au cercle. Donc, du coup, à la fréquence, c'est une équipe qui ne donne pas beaucoup de shoots au cercle. Sauf que quand il donne des shoots, il les donne à de très hauts pourcentages. Donc, pour éviter qu'il y ait de très hauts pourcentages, on l'a vu contre le Jazz, il surcharge la raquette et du coup, il donne énormément de shoots à 3 points aux adversaires. Et quand tu tombes contre une équipe comme le Jazz, on l'a vu, le Jazz, en tant qu'équipe, il shoot à 41% à 3 points. L'équipe du Jazz shoot à 41% à 3 points. Du coup, quand tu leur donnes des 3 points, ils les en mettent. Parce qu'en fait, Stan Van Gundy, un peu comme Macmillan, c'est un coach à l'ancienne. Et les coachs à l'ancienne, eux, ce qu'ils disent, c'est rim is king. Donc, en gros, tu vois, c'est la raquette qui est dangereuse. Donc, tu vas protéger la raquette et tu vas donner tout ce qui est hors de la raquette. Sauf que là, c'est quelque chose qui les punit parce que, encore une fois, on y revient au problème des mathématiques. Ils shootent eux aussi très peu de 3 points. Ils shootent 10 tirs à 3 points. Enfin, ils mettent 10 tirs à 3 points par match. Ils en encaissent 16. Donc, ça veut dire qu'à chaque match, ils débutent avec 18 points limite de retard simplement par la sélection de shoot. Ils doivent rattraper 18 points avec les paniers à 2 points et les lancers francs. Voilà, panier à 2 points, lancer franc et forcer rebond offensif et forcer des turnovers.
Ouais, je suis d'accord et je me rappelle très tôt dans l'année, c'est Ben qui en parlait quand ils se font déboîter à Phoenix Ouais. à un moment. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, Jake Crowder, Michael Bridges, Booker, Johnson, mais ça pleuvait. Ça Mhm. pleuvait à 3 points. Parce qu'il y avait cette surcharge de la raquette. Sauf qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans NBA en 2021, quand tu surcharges la raquette, il faut aussi close out très fort sur le 3 points. Il faut faire la technique Bucks, c'est-à-dire que tu donnes que du mi-distance. Eux, ils disent on surcharge la raquette, mais on vous laisse les deux autres types de tirs. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est super problématique. T'as Lonzo, t'as Bledsoe qui ont loupé des matchs aussi. Euh, Même si Bledsoe a des pourcentages à 3 points au-dessus de 40%, c'est pas un shooter respecté à plus de 40% à 3 points. Non. Lonzo Après, est pas dedans. c'est très fluctuant aussi, Bledsoe. C'est pas genre Très 40% sur, exactement. c'est pas genre, il est, sur, je sais pas, sur 10 matchs, il a 40%, il va te mettre, un match, il Hmm. va faire 0 sur 5, l'autre match, il aura 4 sur 5, et au final, tu vas arriver à 40%, mais, enfin, c'est vraiment c'est, Un shooter de série. comment dire, voilà, Ouais, c'est un shooter de série, c'est très fluctuant. Puis ouais, je suis très d'accord avec ce que tu as dit, Tom, sur le roster subi plutôt que choisi, parce que les joueurs qu'ils ont choisis, c'est Zion, c'est Hayes, ils montent à la draft, ils le prennent à la draft, c'est Lewis là cette année qui pique en loterie, JJ Redick, c'est un joueur choisi, ils ont été le mm, choisir à la free ouais. agency, Alexander Walker Euh, aussi. Alexander Walker, mais Lonzo, Bledsoe, Adams, Hart, hein. Après, Adam, c'est l'ont Hart. prolongé quand même. Ouais, ils ont, oui, c'est vrai, ils ont fait le choix. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. Après, bien sûr, ils sont très contents d'avoir Ingram et Hart dans Mm, l'effectif, hein, on va pas se mentir. clairement. Mais l'effectif est bizarrement construit et en fait, c'est ça. Zion est tellement un joueur étrange que tu peux pas te permettre comme KD, Luka, LeBron, Kawhi de construire pas tellement au fit mais au talent à côté. Zion, je pense que toute sa vie serait un sujet extrêmement intéressant. Je pense que s'il développe pas son tir à 3 points, toute sa vie, il faudra construire au fit à côté de lui. Mm. Ouais. Clairement, après, on l'a vu, Zion, alors c'est une machine offensive, hein. Ce que fait Zion Williamson offensivement, c'est incroyable, parce que on est dans une configuration où les shoots qu'il prend, même s'ils sont des shoots au cercle qui sont près du panier, la raquette est souvent surchargée, en fait. Et Ah les oui, il y shoots a qu'il arrive Adams. à prendre, en fait, il met des paniers, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que il commence à nous habituer à des choses qui sont, Anormal. c'est pas humain, c'est pas humain, quoi, de faire ce que Zion arrive à faire à faire près du cercle. Malheureusement pour lui, de l'autre côté du terrain, ben, il est souvent ciblé par les équipes adverses, notamment sur le pick and roll, puisque, Il défend pas. enfin, le match qu'ils ont perdu contre les Wolves, par exemple, juste avant la mi-temps, ils se font disséquer par un pick and roll Ricky Rubio Naz Reid. Il faut ce pick and roll là. Enfin, Ricky Rubio Naz Reid, il joue le pick and roll 8 fois consécutivement. Les Pelicans n'ont Il est jamais énervé, Tom, là. stoppé. Moi, ça m'a choqué. Prends time-out, Van Gundy, fais quelque chose. Les mecs ont joué la même action 8 fois. À chaque fois, ils ont, avec une variante différente. Une variante différente. La première, pick and pop, Nasrid, Steven Adams sort, il redonne à Rubio, Rubio pénètre, Zion n'a pas suivi, corner à 3 points, 3 points pour, 3 points pour, comment il s'appelle, pour Malik Beasley. Deuxième fois, pick and pop, cette fois-ci Nasrid il tire. Ensuite, encore une fois, on joue le pick and pop, enfin on joue le pick and roll très haut. Zion n'a pas suivi, Steven Adams est sorti de la raquette, Rubio pénètre. Encore une fois, la même action. Cette fois-ci, c'est c'est Vanderbilt qui coupe qui coupe au cercle juste derrière Zion pour claquer. Enfin, tu peux pas te faire atomiser comme ça en fin de mi-temps 8 fois consécutivement sur la même. C'est pas possible. C'est du Boylen. Pour donner la parole à Adrien. J'ai mal au cœur. Non, mais je pense que voilà, on a fait un peu le résumé des Pelicans où effectivement, bon, il y a des soucis de cohérence de l'effectif, mais à contrario des Wolves, il y a du temps et il y aura des choses à bricoler dans les années à venir. Et la bonne nouvelle, Vous êtes inquiet, vous? quoi, pardon? Vous êtes inquiet pour les Wolves, pas pour les Wolves, pour les Pelicans? Bah moins que pour les Wolves en termes de temporalité. Pour le coup, voilà, moi je trouve qu'en termes de temporalité, c'est là où je voulais aller. Tu as des pics, tu as tes jeunes joueurs, tu as Zion qui est en forme. Je sais que c'est aussi une question qui se posait
notamment l'année prochaine. Là, on voit ce que tu disais, il crée des actions. Simplement, ce qu'on voit qu'un Zion fit, le mec, il met un coup de cul, 2 appuis au sol et il décolle, quoi. Et tu ne feras rien. Tu ne peux rien faire. Richon Holmes, il s'en rappelle encore. Voilà, l'action sur Richon Holmes, elle a marqué les esprits. Donc, t'as ce côté-là. Comme tu disais, Brandon Ingram, t'es quand même content de l'avoir aussi dans ton effectif. Et le reste, t'as un peu plus de temps. Donc, forcément, tu es moins pressé, tu es moins dans l'urgence. C'est là où il y a peut-être un peu moins d'inquiétude. Là où, du côté des Wolves, pour faire le parallèle avec l'équipe dont on vient de parler, tu ne sais pas à quel moment Karl Anthony Towns, donc la pièce centrale de ton équipe, peut. Alors, il a aussi ses soucis hors terrain que tu évoquais, Alan, hein, mais à quel moment il peut dire bon, là, j'en peux plus, j'ai envie d'ailleurs pour différentes raisons. Hein. C'est pas forcément que basket ou que hors terrain, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Du côté des Pelicans, on sent pas cette urgence-là encore, en tout cas. Même cette saison, tu vois, enfin, voilà, ils ont eu des matchs quand même compliqués. Hein. Ils se sont tapés un road trip, de 7 matchs. Ils se sont tapés un gros road trip de 6 matchs, puisqu'ils n'ont pas pu jouer Dallas, du coup, puisque Dallas a été annulé. Mais c'est quand même énorme, tu vois, un road trip avec autant de matchs. Ils se sont quand même pris les 2 équipes de Los Angeles, Utah 2 fois en altitude. Enfin, c'est pas évident, tu vois. Enfin, et puis voilà, comme c'est une équipe qui est souvent à la télévision nationale, au début de saison, tu vois, ils ont des adversaires qui sont durs. Hein, solide. Ils sont 0-6 en voilà. national. Donc du coup, je pense que leur bilan est moins bon que ce que le niveau de l'équipe est. Mais en même temps, je trouve que le niveau de l'équipe est bien moins bon que qu'on aurait pu attendre, en fait. Ça fera une bonne conclusion pour les Pelicans pour ce petit passage. On y reviendra peut-être à la fin si on refait un résumé. Mais on a une 3e équipe dont on voulait parler dans ce podcast et qui est donc l'équipe juste au-dessus à l'ouest. Encore une fois, une victoire de plus, 6 victoires, 10 défaites pour les Kings de Sacramento donc, qui ont pareil un début de saison assez étrange, qui ont vu De'Aaron Fox rater quelques matchs. Donc De'Aaron Fox qui est leur joueur central, on va dire, même si on a le cas Bagley, mais je pense qu'il va vouloir faire parler plusieurs personnes ici. Et encore une équipe dont on ne savait pas trop quoi attendre. Là, un effectif peut-être un peu plus flou en termes défense, attaque. Je sais pas, Alan, t'as pas parlé depuis un petit moment. Comment tu les sentais et est-ce que les Kings ressemblent à ce à quoi tu t'attendais pour cette saison 2020-2021 ? Ouais, parce qu'il faut virer Walton. et je crois que c'était la question qu'on s'était posée avec toi, Adrien, et avec Ben. Et j'avais défendu, on n'aime jamais défendre un limogeage, hein. Mais en fait, mon truc c'était, j'ai du mal à voir la patte Walton, c'est quoi? Et ben en fait, pour moi, c'est malheureusement un coach incapable d'implanter des principes défensifs en fait. Ils ont 119 de rating défensif là, cette année, sur les 16 matchs. Donc c'est bon dernier, hein. Et la question que je vous posais en off, Très loin, c'est toujours ça qu'on demande avec la défense. C'est est-ce que c'est un souci de personnel? Donc est-ce que c'est les joueurs qui ne sont pas capables de défendre parce qu'ils ne sont juste pas assez bons défensivement? Ou est-ce que c'est un souci de schéma ou d'implication des joueurs? Et donc là, pour moi, on revient plus au message du coach, au travail du coach. J'ai pas la réponse, je suis pas dans les petits papiers, je suis pas dans les rosters des Kings, mais j'ai quand même l'impression que il tire pas le plus de ce qu'il pourrait tirer défensivement de son groupe, malheureusement. Et surtout, il n'arrive pas à organiser son banc. Parce qu'en fait, si on regarde les stats un peu avancées, le 5 de départ, le 5 majeur de Sacramento, il est super bon cette année. En fait, Fox, Hield, Barnes, Bagley, Holmes, c'est le 2e 5 qui a le plus joué en NBA. Et ils ont un net rating de plus 7. Plus 7. Avec un super offensive rating à 120. Donc ils prennent des points. Bien sûr, ils sont à 113 de rating défensif. Donc en fait, si ton 5 de départ, c'est celui qui joue le deuxième plus de minutes en NBA et qu'il a un net rating de plus 7 et que tu es à 6-10, il n'y a pas 20 000 explications sur ce qui ne va pas dans l'effectif. Les rotations. Les rotations et l'organisation des rotations. C'est pourquoi j'incrimine un peu Walton. Ouais, tout à fait, c'est un facteur qui est criant. Tu vois, tu évoquais le cas Boylen juste avant quand on parlait des Pelicans. Du côté des Bulls, c'est un des gros changements qu'on voit pour faire le parallèle, et notamment sur les rotations et la logique des rotations qui peut changer totalement une dynamique d'équipe.
De ton côté, toi, Tom, justement, bah, tiens, réponds à la question d'Alan. Est-ce qu'on a vraiment un problème d'effectif ou d'organisation défensive? Parce que quand on voit Harrison Barnes, De'Aaron Fox, Rishon Holmes, Joseph. Corey Joseph, voilà, on a des joueurs, a priori, on se dit sur le papier, bon, ça devrait quand même pas être la pire défense de la ligue. Après, enfin, moi, franchement, c'est pas une équipe que j'ai vue énormément cette saison. Je les ai vus un petit peu quand même. Mais en fait, moi, enfin, sur ce que j'ai pu voir d'eux, enfin, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de scandaleux, mais il y a beaucoup de petites erreurs individuelles qui après mènent vers quelque chose de plus gros. En fait, c'est C'est une somme. l'accumulation de, Ouais, ouais. voilà, c'est la somme en fait de toutes ces petites erreurs-là voilà, qui rendent ta défense friable. Après, tu vois, il y a des trucs. Tu vois, par exemple, tu as parlé tout à l'heure du 5 de majeur, du 5 majeur, Alan. La valeur de remplacement, on en parle souvent. La valeur d'avoir des remplaçants avec un bon niveau plancher. Quand tu as peut-être De'Aaron Fox qui est remplacé par Corey Joseph, c'est pas pareil, tu vois. Ah, mais est-ce que Joseph est pas censé être un backup pas négatif? Mais Après, mais il y a quelques années peut-être. il y a quelques années, et puis surtout le niveau du backup meneur aujourd'hui, c'est plus celui c'est un peu comme on parlait, tu vois, du meneur moyen avant, à l'époque. Le 15e meneur NBA, à un moment, enfin, le meneur médian, entre guillemets, au niveau de la main, c'était Jeff Teague. Le Jeff Teague, Le fameux. tu vois, le fameux Jeff Teague. Quand tu regardes au niveau des meneurs backup en NBA, les mecs sont bons. Les meneurs backup sont bons. Les mecs sont payés cher. Mm. Et Oui, parce Corey qu'ils sont Joseph très importants sur le terrain, comme tu le dis. clairement, et Corey Joseph n'est plus vraiment dans ce rôle-là. Après, eux, ils ont la chance d'avoir du coup Ali Burton cette saison enfin, qui fait du beau boulot, des fois au relais de Fox et parfois avec lui sur un 5 un petit peu plus petit où il joue avec Buddy Hield et Harrison Barnes en 4 et Sean Holmes en 5. Donc, il y a peut-être une base là, il y a peut-être une base pour Walton si jamais c'est toujours l'homme de la situation. Mais après, je trouve que c'est difficile, encore une fois, eux aussi, de les juger parce qu'il y a eu beaucoup de changements. L'équipe, entre ce qui se passe avec Bagley, son intégration, enfin, mine de rien, tu vois, Bagley, il vient tout juste de jouer 82 matchs. Tu vois, c'est limite, enfin, ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue, mais en gros, en termes d'expérience et de matchs joués, le mec, c'est un rookie. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est pas là, du coup, je vais te relancer là-dessus, Alan, parce que c'est un peu ton domaine d'expertise, les jeunes joueurs, mais est-ce que c'est pas à la draft de Bagley, là où se situe tout le point de pivot et toutes les questions autour des Kings? Parce que tu as récupéré Fox l'année d'avant, si je dis pas de bêtises, c'était en 2017. Ouais, ouais, c'est 2007. Voilà, Bagley donc derrière, et depuis, eh bien, t'attends de voir ce que tu vas faire de cette association, et là, on en est à quoi? À constater si ça va marcher ou pas marcher. On en est où en termes d'évaluation de Marvin Bagley, en fait, en cette saison? C'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté, comme je l'ai dit, il est dans le 5 des Kings qui joue le plus et qui est bon. Donc ça, c'est quand même à noter. Mais l'impression visuelle, elle est différente en fait. L'impression visuelle, elle est différente. T'as pas l'impression que c'est un des 5 meilleurs joueurs des Kings cette année ou un des joueurs qui fait partie de la meilleure équipe possible des Kings sur un terrain. Tu vois, c'est super délicat et ça prouve encore une fois la différence stat, impression visuelle et qu'il faut vraiment utiliser les deux à fond quand on regarde du basket. Je te dirais que, tu vois, je vais pas aller plus loin que ça, mais quand je vois les fans des Kings parler de Rishon Holmes en bien, ça me prouve qu'il y a un souci avec Bagley. Ça me prouve qu'il y a un souci avec Bagley. Mais si Parce c'est Rishon que Holmes qui prend la lumière dans tes joueurs intérieurs, exactement, exactement, exactement. Marvin Bagley, il était qualifié un peu de twin, ce qu'on appelait un twinner, un peu Moderne, twinner ça moderne. n'existe plus vraiment. Mais lui, c'était pas un twinner entre le poste 3 et le poste 4, c'est ce qui est un peu pour moi le twinner historique. Là, oui, c'était le Aaron twinner Gordon. C'est ça, lui, c'était le twinner entre le 4 et le 5. Et en fait, j'ai pas vraiment les stats avancées, mais j'ai l'impression qu'en 5, ça fonctionne pas défensivement. Bah, défensivement, rien fonctionne du côté de Sacramento. Mais offensivement, c'est pas super bien parce qu'en fait, sur pick and roll, sur situation de pick, j'ai l'impression que Bagley aura beaucoup plus tendance à ralentir le jeu qu'un Rishon Holmes qui lui Oui, il va est plonger vers vraiment le cercle.
voilà, un plongeur de cercle et qui est pas mauvais sur les kick-out et des choses comme ça. Quand tu as Ouais. Buddy Hield et Haliburton dans ton effectif, c'est essentiel parce que je rappelle que 93% des paniers à 3 points d'Haliburton sont mis en catch and shoot. C'est pour ça aussi que pour moi, il n'est pas surcoté, mais son shoot est surcoté parce que il prend pas de tir en sortie. Ouais, il peut le prendre que dans une certaine situation. Exactement, exactement. Et il y a une nécessité d'avoir Fox à côté. Mais tu vois, ça fait 2 minutes et j'ai encore beaucoup de mal à te dire ce que je pense de Marvin Bagley. Bien sûr, Luka Doncic ou Jaren Jackson, c'est magnifique à la place, mais c'est beaucoup plus facile 2 ans après. Ouais. Je pense qu'ils avaient une vision. Moi, j'aimais beaucoup la fin d'année rookie de Marvin Bagley. J'aimais beaucoup. D'ailleurs, il avait été avec Team USA, je crois, de mémoire. Et lui et Adebayo avaient été les deux un petit peu mis de côté par Pop. Et personne ne comprenait parce qu'à ce qui paraît, dans les scrimmages, il défonçait vraiment tous les autres. Donc c'est super dommage. Je sais pas ce que tu en penses toi, parce que tu l'as joué en plus avec Chicago. Mais c'est compliqué. Et en plus, il y a le papa qui s'est mis sur le dossier. Bah, il n'a pas été impressionnant face à Chicago pour te répondre, mais il y a aussi, tu vois, on va refaire un parallèle et je pense que c'est là-dessus qu'on peut relancer, Tom, notamment après quand tu reprendras la parole, mais c'est à côté de lui, donc tu as Richaun Holmes, comme tu disais, qui nous a semblé un peu plus, qui a été un peu meilleur face aux Bulls, mais peut-être parce que physiquement il était plus impressionnant, mais tu te retrouvais encore avec cette problématique un peu dont on parlait avec les Pelicans, de cette raquette un peu surchargée avec ces deux joueurs-là, et c'est pas. En tout cas, du côté des Bulls, c'est pas là où on a le plus gros problème. Au contraire. Et donc, Marvin Bagley avait un peu plus de mal à trouver les espaces pour jouer, pour amener ses points facilement. Et la lumière était plus sur Richaun Holmes, qui, comme tu le disais, sur situation de pick and roll, va pouvoir plonger, va faire des quelques kick-out intéressants et qui, du coup, semblait plus intéressant qu'un Bagley qui va arrêter le jeu, qui va prendre la balle de haut panier et qui ensuite, bon, il le met pas, mais dans l'impression visuelle, au-delà des stats, c'est vrai que c'était pas lui qui était le plus impressionnant, mais je pense vraiment qu'il y a aussi cette problématique d'effectifs et de mise en situation qui le mettra à l'avantage, Bagley, parce que depuis qu'il est arrivé du côté des Kings, voilà, il joue avec un meneur qui aime beaucoup aller au cercle, et il joue avec un spacing. Bon, il y a Buddy Hield qui mettait beaucoup dedans l'année dernière. Cette année, peut-être c'est un peu moins le cas. Effectivement, vous l'avez dit, il y a Tyrese Haliburton qui met dedans en situation de catch and shoot, mais de manière globale, comme tu joues avec beaucoup de line-up avec Richaun Holmes qui joue beaucoup de minutes du côté des Kings, et pour Bagley, pour se créer une place, c'est pas évident. Et peut-être qu'avec un profil, comme tu le disais, de protecteur de cercle capable de s'écarter, qui est un peu le profil parfait qu'on recherche un peu partout au poste de pivot. Mais peut-être que c'est de ça dont il a besoin pour briller lui aussi. Ouais, c'est ça, hein, comme vous l'avez dit, hein, la théorie de Marvin Bagley, c'est un peu le face-up five, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le joueur qui va être capable de, si par exemple il est sur le périmètre, qui va être capable peut-être d'accompagner le joueur qui est sur le périmètre et de le chasser un peu de dos par derrière, ou quand il arrive en attaque, qui est le joueur qui est capable de punir un mismatch quand il y a un joueur plus petit en face de lui. Donc soit de le Ça, il le déborder, fait de bien. lui shooter par-dessus, parce qu'il a il a un premier pas assez rapide et il a un beau second saut. Et c'est le joueur qui est capable aussi, quand voilà, il a un joueur plus petit, soit il peut quand même le prendre de vitesse, ou sinon il a un petit hook, il peut l'enfoncer et pour punir du coup le mismatch. Le problème, c'est que, un peu comme la problématique Zion, hein, défensivement, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on le voit cette saison, comme Marvin Bagley, visuellement déjà, comme Marvin Bagley est au poste de pivot pour les Kings, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la raquette. Donc ça veut dire que Donc c'est fait peur à négatif. personne. Voilà, ça veut dire qu'il fait peur à personne, puisque généralement, enfin la défense peut aussi se quantifier par des choses qui n'arrivent pas. Et quand Marvin Bagley est présent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc typiquement, typiquement il y a un problème par là. Et quand tu vas regarder un peu dans les stats, Marvin Bagley, quand il est pivot, c'est le pire line-up de la NBA. On est dans le 0e centile, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un net rating de moins 43, avec un putri de 134 de defensive rating et 91 d'offensive rating quand Marvin Bagley est pivot cette saison. Donc, typiquement, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu vas être obligé d'arrêter parce que tu coules en fait. Il suffit qu'un line-up comme ça joue 5 minutes, tu coules littéralement. Mais du coup, la question que je vais te reposer du coup, Alan, puisque là sur les deux dernières équipes, on vient pratiquement de parler de la même chose.
Est-ce que du côté des Kings et des Pelicans, on n'est pas sur cette question, cette problématique, parce que c'est pas un problème en soi, mais c'est une question à se poser, de la place de quand tu as un de tes joueurs principaux, si ce n'est ton joueur principal pour les Pelicans, qui est ce fameux, un poste 4, pratiquement un poste 4 pur jus, puisque tu ne peux pas l'utiliser en 5, comme vient de le dire Tom, et ce ne sont pas des joueurs qui sont capables de jouer poste 3. Est-ce que la problématique, c'est pas de ce profil de joueur de poste 4 dans la NBA de 2020-2021 ? Totalement. Sauf si tu as un poste 5 qui fait 2-10 Mais protège c'est le rare. cercle et tire à haut volume à 3 points. Pas forcément à haute qualité, Pourcentage, sur la qualité, mais haut volume. Je pense que c'est le truc dont, avec Tom, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Même le volume, pour moi, c'est limite plus important que la l'efficacité, réussite. ouais. En fait, c'est limite plus important. Parce dans que, en ce fait, que ça crée. les gars que tu décris, il y en a 4. Jaren Jackson Jr., Kristaps Porzingis, Brook Lopez. Miles Turner, pardon. Ouais. Brook Lopez, il y en a 4. Ouais. Et on peut même faire le parallèle avec Karl Anthony Towns, puisque là, tu parles de l'espèce de entre guillemets, ailier un peu bâtard qui est coincé sur une position en défense et coincé sur une position en attaque et qui demande du coup un joueur très rare à côté de lui pour que ça fonctionne. Ben, on est sur la même problématique avec Karl Anthony Towns où lui, c'est un joueur générationnel offensivement, mais qui te demande un mec Défensivement, hyper rare à côté. Bon, si on prend les morphotypes, ce serait quoi? Paul Millsap, PJ Tucker, Aaron Gordon ou Draymond Green. Voilà, si on prend ces morphotypes-là, ce sont des joueurs qui sont très très rares, qui te demandent pour matcher en fait un peu. Donc au final, tu vois, on pense qu'on est à peu près sur la même problématique sur ces joueurs-là, et je pense que ces joueurs-là, ils seront souvent attachés pour le bien-être de leur équipe au morphotype idéal que tu veux à côté d'eux, si tu veux construire ton équipe de façon cohérente et aller loin. La rareté de leur profil est aussi importante que la rareté des profils qu'il faut mettre à côté. C'est ça. C'est super complexe. Et en plus, il y a Whiteside derrière. Alors là, on l'avait épargné, Alan. oui, mais je rappelle que, comme je l'ai dit, le banc est problématique. Et sur le banc, il y a Hassan. Et donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas d'avoir Hassan. Et d'avoir Bjelica à 23% à 3 points, d'avoir Joseph sous les 30%, d'avoir Robinson qui met dedans, mais sur un faible volume. Moi, tu vois, franchement, je trouvais ça. Tu me dis que tu as une équipe. Après, c'est aussi ça. Là, on voit des joueurs, peut-être, on voit les noms et on voit pas toujours le niveau à l'heure actuelle. Mais tu me dis que tu as une rotation sur les ailes dans une équipe moyenne moins avec Glenn Robinson, Harrison Barnes, Buddy Hield, Tyrese Haliburton qui, même si Tyrese Haliburton est un des 3 meilleurs rookies cette année. Sur ce début de saison, totalement. Franchement, il est vraiment super bon. Et on le savait en plus. C'est un joueur avec un très haut niveau plancher et pas forcément un très haut niveau plafond. Je pense que Tyrese Haliburton, dans 10 ans, il sera meilleur qu'aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais il fera encore mieux ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Et donc, il perd peu de ballons, il fait toujours les bons choix et il met dedans en spot-up. Il sera ton fameux meneur, comment dire, étalon, Tom. Ouais, c'est ça. Il peut juste qu'il va pas sur la ligne. Ça, c'est le seul problème, c'est qu'il a shooté 11 lancers francs en 16 matchs, je crois. Mais c'est déjà son problème. Son souci, c'est parce qu'il a un. Alors, faut pas le dire aux fans des Kings, mais son dribble est affreux en fait. C'est que son dribble est. Il dribble comme ça. Faudra être sur YouTube pour voir le dribble de Tyrese Haliburton par Alan. Mais voilà. Mais moi, en fait, je suis un peu déçu parce que je vois des noms dont je pense que dans une équipe qui joue pas les playoffs, mais qui veut être juste moyenne moins, m'apporte un niveau plafond pas mal en sortie, un niveau plancher pas mal en sortie de banc. Plus qu'une équipe comme les Bulls par exemple, ou que de toi. Je vois ton banc, je me dis c'est moins bien que le banc des Kings et en fait non. Ah non. Non, le banc des Bulls. Je suis désolé, on m'attaque directement, je suis obligé d'intervenir. Alors, notre 5 est vraiment pas le plus fou, mais notre banc à base de Satoransky, Garrett Temple, Otto Porter, Tadeusz Young. Non, mais Temple, il start maintenant, Temple. Oui, mais c'est parce que après ça dépend quand il y a qui veut mettre. Il était pas bon l'année dernière, Tadian. Oui, mais cette année il est très bon. Voilà, non mais voilà, mais notre banc pour le coup nous fait beaucoup de différence là quand on a la line-up, notamment avec Otto Porter, Tad Young, Satoransky, c'est très très bien. Mais bon,
Mais moi, je vois Joseph, Pielicha, Glenn Robinson. Je me dis dans ma tête, je mets Fox, Haliburton avec. Et j'ai potentiellement Bagley qui peut jouer avec ce banc. Franchement, ça, tu dois pas te faire Oui. éclater pour Éclaté moi. comme ça, ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Je comprends pas cette dichotomie entre le 5 de départ et le banc. Je comprends pas. Bah, je vais reprendre le parallèle que tu viens de faire avec les Bulls, et je pense qu'il est intéressant parce que justement, tu l'as dit, Thad Young, il était pas bon l'année dernière, il est bon cette année. Satoransky, on peut faire la même chose. Là, bon, Temple n'était pas avec nous, mais il apporte beaucoup. Et je pense que on va revenir à ta problématique sur le coach, sur Walton. Je pense que ça fait beaucoup sur l'exemple, l'envie que peuvent avoir tes semi-vétérans, on va dire, parce que Harrison Barnes, c'est pas non plus un vétéran au même point qu'un Thaddeus Young, mais il a quand même vécu dans la ligue. Et je pense que l'exemple se joue aussi sur la manière dont sont amenées les minutes. Alors comme tu dis, on n'est pas dans les petits papiers, là on est que sur la pure théorie, mais le basket c'est aussi un sport, les basketteurs sont des êtres humains. Je pense que c'est déjà, des fois un facteur qu'on oublie, hein. On en parlait un peu sur Karl Anthony Towns, qui a des soucis hors basket, on en parle souvent quand il y a des gros soucis, mais ceci dans la vie de tous les jours. Et la dynamique d'un groupe, c'est très important. Et je pense que, enfin en tout cas moi, l'impression que j'ai qui est visuelle au niveau des Kings, c'est peut-être à ce niveau-là la plus grosse faiblesse de Walton, c'est qu'on sent pas l'équipe dans on voit pas où ils vont, comme tu disais Alan, on sent pas une direction commune, et du coup je pense que c'est ça qui joue sur, mais aussi sur un Corey Joseph par exemple, qui est exactement ce type de vétéran, un Corey Joseph, un Harrison Barnes, voilà, un Glenn Robinson, je sais pas, on sent pas, Pielicha, ouais. il y a un facteur de détermination qui a pas l'air d'être là, malgré un De'Aaron Fox qui est lui toujours à Ouais. 200% sur le Et, champignon, ouais. mais ça fait partie du joueur. Après, faut pas oublier qu'il y a un niveau plancher global qui s'est largement élevé dans la conférence Ouest, hein. Le niveau plancher global dans la conférence Ouest s'est largement élevé. Alors, même si Oui, on a parlé de, enfin, ces équipes-là, elles peuvent. En fait, ces équipes-là, les trois équipes dont on vient de parler, ce sont des équipes qui ont énormément de variance entre leur niveau plancher et leur niveau plafond. Il y a une équipe un peu, l'équipe qui serait un peu dans le même style pour moi entre la variance, ce serait les Warriors. Mais pour l'instant, les Warriors, ils sont de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que eux aussi, c'est une équipe qui a énormément de variance entre le plancher et le plafond. Sauf que eux, ils sont sur leur plafond beaucoup plus souvent que les Ouais, ça trois autres tombe équipes plus là. du bon côté pour Voilà, l'instant. Ouais. ça tombe plus du bon côté pour eux. aussi parce que Donc, ton voilà. top est meilleur. Tu vois, on parle Aussi. souvent des équipes top heavy, donc avec des très forts joueurs. Là, les deux meilleurs joueurs des Warriors, qui sont Steph Curry et Draymond Green, sont des meilleurs joueurs. Bon, là, Kat ne joue pas pour les Wolves, donc ça biaise un peu la situation, mais que du coup, Zion, Brandon Ingram ou des Fox, Ouais. Bagley. Voilà. Ouais. Forcément, tu mets Ouais. plus de pièces. Mais effectivement, c'est des équipes. Là, on a beaucoup parlé des résultats, mais je pense que c'est plus sur la manière que Ouais. ça pose quelques soucis, parce que finalement, ils peuvent passer qui ces équipes-là? Le Thunder qui est au-dessus, Thunder et Rockets qui sont peut-être pas hyper impressionnants, t'as dit les Warriors, mais après au-dessus, on est dans le ventre mou de la conférence Ouest, et là, il y a un gap. Il y a un gap avec les Mavs, les Spurs, les Suns qui sont très bons. Donc, on n'en est pas là. Mais peut-être que pour conclure, parce qu'on approche mine de rien de l'heure de podcast, la problématique, elle est, on revient à cette problématique, la question, comme tu disais, pour les trois équipes, finalement, j'avais mis que les deux avec les profils de Zion et de Bagley, mais effectivement avec Karl Anthony Towns, de ces profils très rares qui nécessitent donc à côté d'autres profils tout aussi rares. Donc quelle est, pour conclure, l'espérance de ces équipes-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'est pas sur la même temporalité, j'y reviens une dernière fois, mais du coup effectivement les Kings, t'as peut-être un peu plus de temps, t'es plus avec les Pelicans, et du côté des Wolves, on a Karl Anthony Towns il va falloir prendre une décision rapidement. Il va falloir que quelque chose change rapidement. Donc on est plus inquiet pour qui dans ces trois? Est-ce qu'on est vraiment plus inquiet pour les Timberwolves que pour les deux autres? Je sais pas, Alan, pour commencer, je te lance à toi. Non, je dirais que je suis inquiet pour les Kings. Moi, c'est vraiment les Kings en fait, hein. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec Bagley? Ouais. Pour moi, c'est Ouais, juste ça. exactement. C'est la question Mais centrale, hein, mon effectivement. niveau d'inquiétude est là. Zion aura son extension. Le projet des Pélicans est encore sur 4-5 ans là. Ingram a été payé, Zion va être payé. Il sera payé, Zion, dans Oui, tous les cas. Du côté de Minnesota, même si on échange Karl Anthony Towns, on va récupérer des choses et on va en fait mais s'il a une valeur. on va être beaucoup moins bon que les Kings, mais c'est pas grave parce que on va repartir pour quelque chose de nouveau. Et je pense que des joueurs comme Malik Beasley, D'Angelo Russell peut-être un peu moins, seront échangeables, puis on espérera toucher le gros lot à la draft et un bon développement d'Anthony Edwards. Pour les Kings, Fox a été payé.
Donc il va falloir commencer à être meilleur parce que Fox pourrait peut-être avoir des petites envies. Il y a les soucis contractuels et de vestiaire avec Bud Hill, ça a l'air de s'être un peu amélioré, mais l'année dernière c'était pas super joyeux. Exact. Bagley, ça se passe pas bien dans le vestiaire, sur le terrain, contractuellement bientôt. Et voilà. Et surtout, en fait, j'en ai pensé en faisant le podcast, les soucis de banc, c'est peut-être l'absence de Bogdanovic, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Parce que lui, même s'il avait commencé des matchs l'an passé, il te stabilisait vraiment le banc du côté des Kings. La réponse, elle est peut-être là, en se séparant de lui, t'as perdu ça. T'as perdu beaucoup de dynamisme. Exactement. Moi, c'est les Kings qui m'inquiètent le plus. Parce que est-ce qu'en fait ils seront assez mauvais pour peut-être toucher le gros lot à la loterie en fait. Est-ce qu'ils seront assez mauvais parce que là ce qu'il faut aux Kings c'est un nouveau super joueur, hein, on va pas se mentir. Il faudrait ça. Dans ces trois équipes là il le faudrait. Du côté des Pelicans, j'aurais quand même Zion et Ingram. Du côté des Wolves, je vais l'avoir si je suis nul. Mais du côté des Kings, je sais pas comment l'avoir et je sais pas ce qu'il faut faire avec Bagley. Donc c'est eux sur qui je suis le plus en question. Oui, parce qu'on parle des trois équipes qui sont en bas de la conférence Ouest, mais il y a aussi des équipes à l'Est qui sont dans la course pour ces gros pics. Et effectivement, du côté des Kings, d'ailleurs, qui sont les mieux placés, là, des trois équipes dont on parle, ça va être plus compliqué. Toi aussi, Tom, est-ce que tu partages ce constat-là en termes de temporalité finalement et en termes d'assets, parce que c'est aussi de ça dont on parle, Karl Anthony Towns qui a une valeur donc pour les Wolves qui pourraient récupérer aussi des choses en échange. Hein. Tu parlais d'être assez mauvais pour récupérer un fort joueur, mais les Wolves peuvent aussi simplement récupérer des très hauts pics juste en échangeant Karl Anthony Towns qui a encore une valeur basket, il faut le dire, une valeur terrain. Est-ce que pour toi aussi, Tom, c'est la question, le plus gros point d'interrogation, il est du côté des Kings? Ben, pour cette saison, bizarrement, moi je suis plus inquiet pour les deux autres. Dans le sens où les Kings, j'en attendais pas grand-chose cette saison. Clairement, j'en attendais pas grand-chose cette saison. Mais plutôt par exemple, pour les Pelicans, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu vois, juste après Indiana, ils mènent de beaucoup. Ils se font remonter en fin de match. Et depuis là, t'as une spirale où ils perdent pratiquement au buzzer aussi contre OKC juste après. Et j'ai l'impression depuis là, après ils ont enchaîné les lots de défaites et les défaites incompréhensibles. Et peut-être qu'ils sont dans une spirale où ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont dans le cas d'un roster subi. On va peut-être se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la place à la jeunesse et du coup, au revoir Bledsoe, bienvenue Lewis et Alexander Walker, au revoir Redick et tout ça. Et du coup, peut-être qu'on est à mi-chemin parce que là, on est au quart de la saison. Peut-être qu'on est à mi-chemin entre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on priorise du coup est-ce qu'on priorise la saison d'après ou est-ce qu'on essaie de faire marcher ce qu'on a là, même si on sait que il y a des problèmes structurels. Et du côté de Minnesota, là où je suis le plus inquiet, c'est qu'ils ont tenté énormément de choses et qu'il y a tout ce qui, et il y a, enfin pas tout, mais 80% des choses qu'ils ont tentées ne fonctionnent pas. One Show en 4, ça fonctionne pas, et ils l'ont payé. Euh, Lehman en 4, ça fonctionne pas. Culver, il a commencé, il shootait à 3 points la saison. Là, il shoot plus du tout. On le défend plus. Là, encore une fois, tu te retrouves avec des grosses minutes de Nasrid. Enfin, après, non, 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 mais je respecte le joueur. C'est notre gars. Je respecte le joueur, puisque, enfin, en termes de projet, c'est un bon joueur offensif. En termes de projet de développement intérieur, c'est un bon joueur offensif. Enfin, si tu veux, en fait, tous les systèmes que tu fais avec Towns, tu peux les faire avec Nasrid. Il n'a pas le même talent offensif, mais c'est le même style. Enfin, c'est pas le même style entre guillemets esthétiquement et dans la réussite, mais en fait, en termes de profil et de type de jeu, c'est un peu le même style. Il va pouvoir finir le même type d'action. Voilà, collective. Donc, il peut être dans les mêmes spots et tout ça. Contrairement à, par exemple, un gars comme Ed Davis ou Vanderbilt qui sont plus des joueurs un peu défensifs. Hein. Et eux, pourquoi je suis inquiet, c'est que D'Angelo Russell, c'est le leader de l'équipe offensif et les équipes menées offensivement par D'Angelo Russell ne fonctionnent pas. Et c'est là où c'est vraiment inquiétant. Les équipes, il y a pas mal de problèmes de structure et je me demande si ça va pas peut-être exploser bientôt et le coach va pas se faire renvoyer, tout ça. Je pense que c'est eux qui a le plus gros potentiel vraiment désastre, c'est Minnesota. Ça peut vraiment
ça peut vraiment partir vraiment en saison cauchemardesque. Et en plus, ils n'ont pas leur pic de draft, ils ont leur pic de draft qui est envoyé à Golden Mais State. pour cette année, mais je pense que vos deux discours ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que sur cette saison, Mm. Minnesota a peut-être le potentiel, comme tu dis, d'implosion le plus important, mais à moyen terme, si tu rases tout, tu repars sur des bases saines, on va dire. Il n'y a plus rien, on reconstruit de base. Mais après, Là où à mais après, moyen terme, Minnesota- du côté des Kings, tu te poses peut-être un peu plus de questions, parce que là, ça va pas imploser cette année. Donc du coup, les questions vont arriver dans 1 an, 2 ans. parce que après, le problème avec Minnesota, c'est qu'ils sont déjà au niveau de la luxury tax quasiment, hein. Donc, c'est pas une équipe qui a de la marge. Ils ont le cap est Elle est pété dure cette déjà. phrase, hein. Tu vois, non, mais c'est vrai. C'est la pire équipe de la ligue et c'est une qui a l'un des plus hauts payrolls. Tu vois, par exemple, enfin, quand tu, quand tu prends, tu vois, enfin, par exemple, tu prends les Knicks pour faire le parallèle avec Thibodeau. Les Knicks sont en dessus du salary floor et ils proposent quelque chose de mieux que ce que font les Wolves en explosant le cap, tu vois. Ouais, après, t'es pas du tout dans le même profil d'équipe. Et puis, Ouais. y a le coaching. Tu vois, tu parlais des Knicks qui ont pris Thibodeau, qui est un coach de plancher comme ça, qui t'amène à faire gagner Ouais, des ouais, matchs ouais. parce qu'il fait jouer énormément de minutes à tes meilleurs joueurs. On retrouve l'école Stan Van Gundy et Macmillan, là où du côté des Wolves, on a le fils Saunders, donc qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai oublié son prénom, ça me revient pas, vous l'avez? Ryan. Ryan, Ryan merci. Sanders. Ryan Sanders, le gominé. Voilà, Ryan Sanders, donc on n'est pas sur le même problème. Mais Le voilà, je pense gominé. que vos deux- C'est vos deux- honteux. c'est honteux, mais on va faire comme si on n'avait rien entendu. Mais voilà, vos deux discours, je pense, ne sont pas contradictoires. Au final, peut-être ceux pour qui on est le moins inquiet, c'est les Pelicans à court terme, puisque finalement, on en est encore, comme tu disais, Alan. Il y a Zion qu'on peut encore espérer. On est au tout début de l'ère Zion, donc il va y avoir des choses à voir. Puis il sera payé, puis ça reste une attraction. Ils vont voir des Défends matchs. un peu plus, Zion, Ouais, il faut qu'il défends défende un peu plus. tellement juste Il ça. faut qu'il trouve sa place. Peut-être qu'il développe un petit shoot pour être au moins, ou qu'il en prenne, ne serait-ce que pour être un peu plus respecté. Comme tu disais, histoire de prendre les shoots pour ne pas devenir un Ben Simmons. Sur ce cas-là, qui n'en prend jamais. Voilà, mais il y a des motifs d'espoir. Du côté des Kings, il y a des craintes et à voir. Et du côté des Timberwolves, c'est quoi? C'est maintenant ou jamais. Ouais, et après, et advienne que pourra. C'est 5 Voilà. ans de malchance et de mauvaise gestion qui te tombent sur le plateau là. Voilà, on arrive au bout. Voilà, c'est-à-dire comme tu dis, il y a de la malchance, il y a des mauvaises gestions. C'est aussi la NBA. La NBA, c'est et de la gestion et de la chance. La chance fait toujours partie. La chance, comment dire, le timing sur certaines choses. Des fois, ça tombe au bon endroit, au bon moment, ou l'inverse. Donc voilà, on espère quand même. C'est un début de saison un peu compliqué pour ces trois équipes. Il y a des motifs plus ou moins d'espoir. Selon le profil, bon courage quand même aux fans de ces équipes qui doivent des fois se faire des matchs où ça doit pas être évident tous les jours. En plus, Pour c'est tard. Des fois. En plus, c'est tard, c'est la conférence Ouest, c'est très tard, c'est vrai, surtout cette année qui est un peu particulière où on a beaucoup de matchs chacun de son côté. Donc bah voilà, bon courage aux fans, évidemment, on va surveiller ça quand même, ça peut encore évoluer, on est quand même très tôt dans cette saison qui est très particulière, où il y a une pré-saison très très courte, donc il peut y avoir aussi des améliorations progressives au fil des matchs, on peut s'y attendre, donc on va continuer de regarder ça. Prochainement, on va aussi continuer à parler terrain, nous aussi, il y a quelques sujets qui sont venus à droite à gauche quand on réfléchissait au sujet cette semaine, donc c'est probable qu'on ait des choses à se dire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Donc comme d'habitude, on remercie tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. On vous invite à nous retrouver, bien sûr, toutes les plateformes de podcast, bien sûr, sur YouTube pour voir la magnifique imitation du dribble de Tyrese Haliburton par Alan notamment. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. On sera ravis d'échanger avec vous sur ces trois équipes notamment, mais aussi sur les autres. Il s'est passé pas mal de choses. On a regardé beaucoup de matchs depuis le début de saison. Donc on serait ravis d'échanger avec vous. Donc merci encore une fois à nos chers auditeurs. À la semaine prochaine et merci à vous, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut.